Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, bonsoir Fabienne, je vous laisse la parole. Oui, je vous remercie. Donc, on peut vous mettre en grand écran, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Je pense que ça va arriver. Alors, je suis et nous sommes toujours aussi ravis d'être parmi vous ce soir. Et il faut dire qu'au vu de tellement de demandes et de questions qui nous ont été posées, nous sommes très heureux d'être soutenus et nous avons été submergés, il faut le dire. Il était donc évident que nous n'allions pas attendre mardi pour répondre à vos questions. Mais il est évident également que nous ne pourrons pas ce soir répondre à toutes les questions qui ont été posées, mais nous y parviendrons et nous nous y tiendrons. Je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Argilier. Merci Fabienne. Bonjour Serge, bonjour Yannick, bonjour Karine derrière les coulisses. Oui, quel plaisir de vous retrouver. Alors, oui, merci du retour Serge. Oui, un vrai plaisir de vous retrouver. Alors, c'était absolument pas prévu. Comme vous le savez, nous avons notre émission mardi prochain, qui était le 25 à 21h. Et depuis mardi dernier, donc ces derniers 72 heures, on a littéralement été submergé. Alors, hormis l'équipe de communication, moi-même, personnellement, au travers de différents accès que les gens ont, j'ai reçu mais je vais dire, c'est honnêtement par centaines de messages. Peut-être j'arriverai à 1000 entre les messages oraux et écrits, me remerciant d'avoir fait cette émission mardi dernier, me remerciant surtout des explications que j'avais données, qui sont de plus en plus claires apparemment pour les gens, bien que j'avais pensé être très clair à l'époque, mais apparemment, si je suis encore plus clair aujourd'hui, ben, tant mieux. On est tous, on s'améliore tous, donc je suis heureux de cette chose. Mais avant de répondre à vos questions, je tenais à vous dire quelque chose qui s'est passé il y a moins d'une demi-heure. Comme vous avez pu voir, j'ai fait cette annonce, j'étais dans mon véhicule, donc pour vous annoncer que je serai là à 21h ce soir, et j'étais en direction du siège social du Rassemblement des droits de l'homme à Nice. Et le siège social se situe dans un parc privé, donc il y a une petite alcôve et des voitures et des gens peuvent venir, mais ça reste une résidence privée. Et à mon arrivée, avec le véhicule, je me suis retrouvé devant une vingtaine de personnes, devant le siège social, qui étaient là, apparemment qui m'attendaient. Ils ont dû entendre, mais ça s'est passé tellement rapidement. Bien évidemment, ce sont des gens de Nice, et ils savaient que je faisais mon live à 21h. Donc, ils ont voulu me retrouver. Je suis sorti du véhicule, surpris, car généralement, les gens ne viennent pas au siège social du Rassemblement des droits de l'homme à 21h le soir. Et c'était simplement pour me remercier, pour me soutenir et me dire combien ils avaient apprécié l'émission de mardi dernier, de mes explications. Et alors ce sont en grande majorité, c'était des anciens gilets jaunes. Pour certains, c'est toujours des gilets jaunes. Et deux d'entre eux m'ont demandé, alors à ma grande surprise, ils m'ont dit, écoutez, il n'y a qu'une seule solution, c'est que vous repreniez le mouvement des gilets jaunes. Et je dis, mais attendez, je ne vais pas reprendre moi le mouvement des Gilets jaunes. Je ne suis pas là pour ça. Maintenant, si les Gilets jaunes veulent venir se joindre à nous, il n'y a aucun souci. Mais et en plus, vous savez, le Rassemblement des droits de l'homme, c'est une grande maison, les portes sont grandes ouvertes. Mais malgré tout, je les ai remerciés d'avoir cette confiance, de voir cet enthousiasme, de savoir que j'ai apporté non pas une lueur d'espoir, mais un véritable avenue d'espoir, une autoroute d'espoir. Et une fois de plus, aux 20 personnes qui sont certaines retournées, d'autres que je vais voir après le live, je les remercie vraiment de s'être déplacés. Et toutes celles et tous ceux qui m'écoutent maintenant, merci à vous aussi, bien que vous le faites pour vous, car on le fait tous pour la même cause, qui est notre avenir et notre liberté d'être et de penser dans notre pays, la France. Donc voilà, avant de débuter l'émission, on me demande de reprendre le flambeau des Gilets jaunes. Maintenant, ma réponse était, la maison leur est grande ouverte, bien évidemment. Alors, je suis là pour répondre aux questions. Comme Fabienne vous l'a annoncé, il est impossible de répondre à toutes les questions. Il faudrait qu'à ce moment-là, qu'on tienne un séminaire de plusieurs jours.
va essayer de rester quand même focalisé. Je pense que l'émission va durer 1 heure, pas plus, peut-être 1 heure et quart. Donc, je vais faire au mieux et essayer de répondre le plus rapidement au maximum de questions qu'on peut intégrer. Excusez-moi, j'ai eu un appel entre-temps. Fabienne, je vous écoute. Oui, très bien. Alors, donc, commençons par la première question. On va peut-être attendre que vous réapparaissiez à l'écran. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais poser cette première question et comme beaucoup d'autres questions qui vont suivre derrière, enfin, on ne les a pas toutes recensées ce soir parce que c'est encore une fois pas possible, mais ce sont des questions que nous avons reçues par mail, hein, donc qui sont importantes pour le peuple français. Donc, il y a urgence, nous ne pouvons plus attendre 2027. Il doit y avoir une action immédiate. La France sera détruite d'ici 2027. Que vont devenir nos enfants? C'est une question qui est sans doute une des meilleures, bien évidemment. Attendre 2027, c'est se positionner pour 5 années supplémentaires de misère. Le gouvernement est en place, mais il y a un moyen. Et vraiment, ce moyen est très clair à cette minute. L'était beaucoup moins il y a encore 1 an en arrière, au travers du Rassemblement des droits de l'homme. Comme j'ai expliqué, je donnerai plus encore d'explications, les raisons pour lesquelles je n'avais pas, et on me l'a reproché encore, pour les raisons pour lesquelles je n'avais pas sorti ces dossiers qui auraient permis de prendre le pays immédiatement. La solution est simple. La solution est de pouvoir aujourd'hui amener un maximum de personnes au travers du Rassemblement des droits de l'homme. Mardi dernier, j'ai eu une image, 1 million de personnes, pourquoi pas. C'est tout à fait plausible. Il y a 69 millions de Françaises et de Français. 1 million, ça représente même pas 1% de la population. Oui, un peu plus, peut-être 1,4%. Donc, il y a une possibilité. Et vraiment, la réponse, c'est vous qui l'avez. En ce qui me concerne, le Rassemblement des droits de l'homme, les portes sont grandes ouvertes. Il suffit de vous mettre en contact avec notre communication, de nous rejoindre, et au fur et à mesure, un agenda bien spécifique va se positionner et se positionnera pour, et il y a un moyen, de ne pas arriver à l'échéance de 2027, selon ce que le futur va nous, en moyen terme, même en court terme, nous donner comme réponse. Moi-même, je serai le premier à vous présenter un agenda très concret pour ne pas arriver à 2027. Mais à 7 minutes, ce serait beaucoup trop prématuré, comme vous pouvez l'imaginer. Mais cette solution est la seule, à savoir rejoindre au maximum le Rassemblement des droits de l'homme. Très bien. Merci, Monsieur Argillier. Nous allons passer à la question numéro 2 avec Yannick. Bonsoir tout le monde. Encore content d'être présent parmi vous ce soir pour cette deuxième émission et ravi de constater qu'on est suivi et que les questions fusent, donc tant mieux. Je vais vous poser cette deuxième question, enfin, c'est une réflexion. Vous défendez les syndicats, mais fut un temps, ils ne nous ont pas défendus. Et bien au contraire, et pour beaucoup, ont validé cette injection et ont appelé à voter Macron, bien évidemment, pour certains d'entre eux. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, s'il vous plaît? Ce sont des gens qui ont été malgré tout dans l'ombre. Vous savez, le souci, et là je vais directement parler du Rassemblement des droits de l'homme, ce qui était dramatique pour les Françaises et les Français, c'est que la plus grande majorité, si ce n'est la majorité des Françaises et des Français, n'ont jamais entendu parler du Rassemblement des droits de l'homme ni de son cahier des charges. Donc, quelle sortie il pouvait y avoir, si ce n'est que des sorties politiques, où les gens sont menés depuis des décennies à des promesses volatiles que personne ne garde. Donc, les syndicats, aussi bien les fédérations que tout ce qui peut être rassemblement de personnes, il fallait qu'ils se positionnent quelque part. Voter Macron, pas voter Macron, combien de gens, et vous le savez Yannick, nous ont dit, mais de toute façon, que je vote ou pas, ça ne changera rien, mais il faut voter. Donc, à partir du moment où vous êtes dans le noir,
que vous preniez la porte de gauche ou de droite, c'est la même chose. Je pense qu'ils n'ont pas eu la possibilité de savoir qu'il y avait une alternative. Ils n'ont pas eu la chance, car le Rassemblement des droits de l'homme a été censuré, hormis par notre gouvernement, mais par même certains très proches de nous, qui se sont révélés travailler contre la France. Donc cette censure a littéralement oppressé, sans que le peuple le sache, l'entièreté de la population. Donc, n'ayant pas de solution alternative, ils ont accepté ce qu'ils pensaient était de mieux. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas leur en vouloir. Et moi-même, j'ai appris à, c'est même pas à pardonner, mais à comprendre d'où ce recul que j'ai pris cette dernière année, car je ne pouvais pas en vouloir à un seul Français ni à une seule Française de ne pas avoir adhéré au RDH, car ils n'étaient même pas au courant que nous existions, à l'exception de quelques centaines de milliers de personnes qui, eux, se sont uniquement affairés à intercepter notre intervention au niveau national. Donc voilà. Donc, mais malgré tout, de cette censure, on en ressort une arme exceptionnelle. Cette arme qui n'est pas là pour tuer, hein, mais qui est là pour apprendre à vivre de nouveau, qui est celle que, à partir du moment où vous avez une telle censure, c'est que bien évidemment, vous avez toutes les armes avec vous. On ne censure pas une personne ou une entité qui n'est pas intéressante. On censure car quand on a peur que cette entité prenne effectivement le pouvoir. Et l'entièreté de cette censure ne fait que valider une fois de plus que le Rassemblement des droits de l'homme est la seule entité en France, et je dirais même à l'étranger, de remettre les droits de l'homme et les droits de la femme là où ils doivent, où ils auraient toujours dû se situer. Donc, répondre à votre question, Yannick, ils étaient dans l'ombre, ils étaient dans le noir. Au lieu de prendre la porte à droite, ils l'ont pris à gauche. Peu importe, s'il y avait une porte au milieu, ils l'auraient prise aussi. Donc, ils n'avaient pas l'information suffisante et adéquate pour qu'ils puissent prendre la bonne décision qui aurait été, bien évidemment, de se tourner vers le Rassemblement des droits de l'homme. Merci, Philippe. Merci, Philippe. Eh bien, écoutez, nous allons continuer avec la troisième question qui concerne les gens suspendus de leur travail. Beaucoup de gens nous demandent que va-t-il se passer pour ces gens-là? Est-ce qu'ils vont être réintégrés un jour? Vont-ils être indemnisés? Que pensez-vous de ce sujet? Alors, écoutez, toutes ces questions, j'aimerais tellement pouvoir répondre étant à la tête du pays, car je vous répondrai immédiatement. Bien évidemment, parce qu'on aurait eu l'argent, on aurait eu la puissance, on aurait eu le pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire, moi, aujourd'hui, au Rassemblement des droits de l'homme, en tant que président, pour la première fois vraiment libre de toute action, car encore l'année dernière et les 3 derniers, j'avais les poings et les mains liés, de par les contrats que j'avais faits au préalable et de par la censure que j'avais subie. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une première approche. Le Rassemblement des droits de l'homme, et c'est un nouveau livre qu'on écrit. Donc, je ne veux pas aussi apparaître comme un homme politique, à vous faire des promesses que je ne pourrai pas tenir, car je ne suis pas à la tête du gouvernement. Et d'ailleurs, il n'y a aucun homme politique aujourd'hui qui peut tenir quoi que ce soit comme promesse, si ce n'est pas lui ou elle qui est assise à l'Élysée et encore qui accepte les directives du gouvernement de l'ombre. Donc, la seule chose que je peux faire, parce que parler c'est bien, mais les actions c'est mieux. Donc, ce que j'aimerais pouvoir, c'est déjà positionner des actions concrètes en France, pour les Françaises et les Français, au travers du Rassemblement des droits de l'homme. Et pour ce, j'ai besoin des Françaises et des Français qu'ils rejoignent ce Rassemblement des droits de l'homme. Quand je parle de ce nombre de millions de personnes, ce n'est pas anodin. Tout simplement parce qu'avec ce nombre de personnes, j'aurai la possibilité d'intervenir et de faire intervenir des entités qui pousseraient, déjà n'étant pas à la tête du pays, qui pousseraient le gouvernement à se plier à certaines directives du Rassemblement des droits de l'homme. C'est comme ça qu'on va procéder, Françaises et Français. Vraiment, la balle est dans votre camp. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de traiter avec un autre gouvernement, car le RDH est un autre gouvernement, malgré tout qui n'a pas été élu, on le sait, on ne va pas reparler de l'historique, mais malgré tout, ce gouvernement a besoin d'une population d'1 million de personnes, pas plus. La France, il y en a 69. Donc, des 69 millions, trouvons 1 million de personnes qui rejoignent le Rassemblement des droits de l'homme. Et à ce moment-là,
je m'engage qu'il y ait des actions concrètes qui se passent en France, au travers du RDH, n'étant pas, une fois de plus, à la tête du gouvernement. J'ai juste besoin de ce nombre fatidique d'1 million de personnes. Donc, allons-y. L'histoire nous a montré qu'aux États-Unis, à une certaine époque, 1 million de personnes s'étaient réunies devant la Maison-Blanche pour des causes qui étaient des valeurs des droits de l'homme. On peut le faire en France. On peut le faire en France. Donc, comme Fabienne l'avait très bien dit lors de la première émission, sans vous, je ne peux rien faire. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire en France. Et ce n'est pas de l'arrogance. Faisons l'union, rassemblons-nous et donnez-moi cette possibilité déjà avant 2027, sous une échéance courte, moins d'1 an, concrètement déjà d'intervenir dans les directives du gouvernement à l'encontre de leurs directives, parce que rappelez-vous, Philippe Argillier, de par son expertise, a la possibilité, plus que quiconque, de gérer ce pays, mais en plus, il a le soutien de ces banques de données et le soutien de certains pays clés qui ont des relations très sensibles. Je parle bien évidemment des relations France-Afrique et ces pays sont prêts, avec moi aujourd'hui, d'intervenir si le nombre est suffisant de membres au Rassemblement des droits de l'homme. Je ne peux pas être plus clair. Hein. Oui, effectivement, tout à fait, Philippe, c'est vraiment très pertinent. Merci bien. Rappelez-vous que, et je m'excuse Fabienne, qu'on ne vend rien à ce Rassemblement des droits de l'homme. Rappelez-vous que moi, personnellement, je n'ai rien en ce qui concerne mon agenda personnel. C'est uniquement une mission, une vision que j'ai eue, un partage que je fais aujourd'hui et un vécu et aussi un acquis qui me permet aujourd'hui de dire ce que je dis et de pouvoir aussi agir selon mes dires, sans faire une promesse politique, tout simplement en activant mes acquis pour la France, tout simplement. Ouais, tout à fait. Très bien, Monsieur Argillier. On passe ensuite, nous en sommes à la 4e question et je vais donner la parole à Yannick. Voilà, alors c'est une question qui revient en masse un petit peu partout et c'est ce qui tracasse un petit peu une majorité des gens, ces fameuses injections anti-Covid. La question qui revient le plus couramment, c'est que vont devenir les gens qui ont été injectés aujourd'hui et qui sont malades aujourd'hui, ainsi que tous ces effets indésirables de ces produits, voire les décès. C'est une question très pertinente et je dois faire très attention à ma réponse, car je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un expert qui a la possibilité de pouvoir s'exprimer sur les moyens pour contrer cette injection. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est ce que je sais. Voilà. Ce que je sais, c'est que, et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, plusieurs années en arrière, on était au courant, nous, consultants de gouvernement, qu'il y allait avoir cet événement de cette épidémie en 2020. Et d'ailleurs, on nous avait demandé d'y participer en ce qui concerne le niveau de l'agenda. Donc, sachant très bien que déjà, cette programmation d'un virus était en place, on savait aussi qu'une programmation d'une injection, non pas vaccin, parce que le b.a.-ba d'un vaccin, même un enfant de 10 ans le sait aujourd'hui, il faut 10 ans de recul pour pouvoir annoncer qu'il existe un vaccin. Donc, un sérum a été mis en place au même moment que le virus a été mis en place, de par une stratégie qui est celle du gouvernement de l'ombre et que vous subissez, que nous subissons depuis 2020 et qui va 100% à l'encontre des droits de l'homme et des droits de la femme et qui aujourd'hui a façonné une certaine mentalité, une certaine aisance vis-à-vis du peuple pour pouvoir leur faire accepter des conditions qui sont inacceptables. Donc, ce que les gens ont pris dans leur corps aujourd'hui, ces fameux sérums, ce serait vous mentir de dire que c'est du positif. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Une fois de plus, on ne va pas m'attaquer
en me disant que je suis là en train de parler au nom en tant que docteur. Je ne suis pas un docteur, je suis un consultant de gouvernement. J'analyse simplement les éléments. C'est ce que je fais, c'est ce que nous faisons dans notre domaine d'expertise. On nous dit qu'un virus va sortir, au même moment, un sérum va sortir pour que tous les deux se positionnent au même moment. Donc c'est clair que tout cela va à l'encontre même de la santé des individus. Ces individus n'ont pas eu le choix, la plupart, de se faire injecter. Aujourd'hui, effectivement, il y a des risques. Et malheureusement, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui des conséquences de ces injections. Beaucoup de gens sont décédés. Et de par les informations que nous avons, nous, en tant que consultants, il s'avérerait que, au fur et à mesure, ce sérum deviendrait de plus en plus dangereux pour ceux et celles qui auraient été injectés. Donc, le risque est là, c'est certain. Il existe par contre des possibilités de contrer, non pas avec des médicaments, mais avec un soutien de certaines vitamines, de certains produits dont moi-même on m'a donné accès. Alors, ce que je pourrais faire, et je vais d'ailleurs, parce que je suis très prudent, je vais voir si j'ai la possibilité de donner l'ensemble de ces produits qui nous ont été au même moment communiqués qu'il allait se passer cette épidémie et ce sérum au même moment. Donc, il faut que je trouve un moyen, parce que je dois le faire, mais je ne veux pas non plus me mettre dans une situation où l'on pourrait directement m'attaquer et dire que j'interviens maintenant en tant que médecin car je donne un remède contre ces injections. Donc Yannick, ce que je vais faire, et à toute l'équipe et à toutes celles et ceux qui m'écoutent, je vais d'abord me rapprocher de mes conseillers, de mes avocats, voir si j'ai la possibilité de proposer quelque chose qui effectivement peut aider considérablement les effets négatifs de ce sérum. Et si j'en ai la possibilité, je vais le faire. Alors bien évidemment, je ne vais pas à cette minute vous donner cette liste. Vous pouvez le comprendre, c'est un sujet délicat et de suggérer à des gens de prendre non pas des médicaments, mais des remèdes pour contrer ces injections, c'est m'engager personnellement. Donc, je me renseigne. Si j'ai la possibilité, dites-vous bien, je n'hésiterai pas une seule minute. Merci Philippe. Voilà, l'équipe de la communication reste tout oui et on reviendra rapidement vers vous dès que vous aurez une réponse. Merci Philippe. Oui, tout à fait Yannick. On reviendra vers vous pour cette question qui dites-vous apparemment... bien que si on me donne la possibilité de le faire, je ne vais pas hésiter une seule minute. Mais je suis contraint, moi aussi, plus que n'importe qui, à faire attention, car je ne voudrais pas faire une ouverture qui pourrait être très négative pour le rassemblement des droits de l'homme, c'est-à-dire pour vous, Françaises et Français. Oui, bien sûr, c'est une réponse très délicate. Merci, monsieur Argilier. Eh bien, nous allons passer avec Serge. Je vais passer la parole à Serge pour la 5e question. Serge, je t'en prie. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir l'équipe et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent et ravi de vous rencontrer. Fabienne, si tu le permets, je vais intervenir sur la 8e dans un premier temps. Philippe, je t'en prie. Merci beaucoup Fabienne, parce que c'est un point très important et ça me tient à cœur. C'est un sujet que je suis depuis quelque temps. Je vais revenir sur les accords franco-africains. Et je sais que Philippe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur également. Ce sujet, on en a parlé mardi, mais je vais revenir sur l'immigration. Et je pense que l'immigration tient compte également des accords franco-africains. Ce que je veux dire, c'est que je pense, et ça c'est mon sentiment, et Philippe, vous aurez peut-être que vous allez confirmer ce que je vais dire, pas dans le détail, mais en règle générale, peut-être que ce sera une autre réponse. Mais ce que je pense, c'est que dans les accords franco-africains, il y a des accords qui ont été passés entre les pays africains et la France dans le but de faire venir des personnes d'Afrique vers la France
ce sont des accords. Et ces personnes venant en France parce que c'était peut-être des personnes indésirables dans leur pays, ou peut-être qu'ils fait partie du business également. Et ces personnes qui arrivent en France, on leur a dit, bah, vous allez aller en France, dans ce pays, c'est l'Eldorado, vous serez accueillis et tout ça. Sauf que ces personnes, en arrivant en France, se retrouvent dans des tentes et sont payées au rabais, sont payées par des employeurs qui les payent au black comme ça et en leur permettant de ne pas payer de charges, ce qui fait que c'est tout bénéfice pour eux. Et peut-être en contrepartie, la France, avec les accords franco-africains, on a la possibilité d'aller puiser dans le sol africain où on envoie des enfants dans la terre pour aller chercher les métaux précieux pour nos smartphones et pour les voitures électriques, je parle du lithium et puis du cobalt. Est-ce que l'immigration ne serait pas justement des accords entre ces deux pays-là en disant on vous envoie des gens que vous allez accueillir chez vous en leur donnant du travail, en étant payés, râlez pas de crête, même avec rien du tout, et en contrepartie, venez chercher les produits qui vous intéressent. Est-ce que Philippe, je suis un petit peu dans le vrai ou je me trompe, ou quelle est votre réponse à ça et qu'est-ce que vous pensez, vous qui avez suivi ça de très près et vous le suivez encore de très près, quel est votre sentiment sur cette immigration aujourd'hui? Et d'ailleurs, certains en font leur business. Certains sont très heureux de profiter de ce mot immigration et bien sûr, ils y vont de leur dissertation. Certains se croient maîtres de tout savoir, que je pense qu'ils profitent de cette situation pour en faire leur business. Alors Philippe, j'aimerais avoir votre réponse sur ce sujet. Merci. Une réponse sur les relations France-Afrique. Wow. Par où commencer? Par où finir? Les relations France-Afrique, en quelque sorte, sont celles qui sont le pont de la plupart des accords géopolitiques dans le monde. Voilà, je vais vous expliquer. Alors, bien évidemment, je pourrais vous répondre spécifiquement au sujet de l'immigration. C'est pas tort, hein, vous n'avez pas tort dans ce que vous dites, mais c'est une infime partie de la réponse. Vous avez un pays qui est la France. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Un pays qui est la France, et vous avez un continent qui est l'Afrique. Ce pays, la France, de par des accords géopolitiques, appartient à l'Europe. Ou l'Europe appartient à la France, peu importe. C'est une grande salade, je suis à Nice, niçoise, avec différents ingrédients. Mais les vrais ingrédients ne sont pas vraiment les accords européens. Et je vous explique la mécanique maintenant de ce qui se passe au niveau des gouvernements, en particulier du gouvernement de Londres, et qui sommes-nous, nous, en tant que consultants. Donc, la France, l'Europe, et puis le continent africain. Le continent africain, aujourd'hui, est limité à 4 pays. Quand je dis limité à 4 pays, c'est-à-dire qu'il y a 4 pays en Afrique qui sont les plateformes où les accords géopolitiques se positionnent pour l'Europe et pour la France. Et globalement, pour certains pays dans le monde. Je dis certains pays parce qu'il existe encore certains pays dans le monde qui, eux, sont à l'écart du gouvernement de Londres, de par peut-être leur système, qui peut être un royaume, où il y a un roi, ou alors de par une certaine dictature de certains pays de l'Est, où eux ne veulent rien entendre, et c'est ainsi. Mais la grande majorité de notre économie, de notre géopolitique, est positionnée donc sur ces 4 pays sur le continent africain. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est vraiment une explication concrète pour que vous puissiez comprendre comment les choses se passent. 4 pays sur le continent africain, la France, l'Europe. Pour le moment, on va laisser de côté les autres pays dans le monde. Relation France-Afrique, c'est un pont, tout simplement. Ils ont construit un pont virtuel, c'est-à-dire que la France a directement des relations plus étroites avec ces 4 pays qui, eux, sont
les plateformes où se réunissent ces gens du gouvernement de l'ombre qui décident pour l'entièreté de tous les gouvernements dont j'ai fait référence, ceux de l'Europe, y compris la France. Donc, à partir du moment où vous avez la possibilité, et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit qu'il n'existe aucun homme politique, aucune entité politique en France, quelle qu'elle soit, y compris le gouvernement actuel, qui puisse faire quoi que ce soit pour casser ces relations France-Afrique. Sauf une entité qui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme, car elle n'est pas politique. Il faut la voir en tant que gouvernement privé. C'est un peu une sorte d'entité qui s'est positionnée 20 ans en arrière et qui aujourd'hui a cette force de frappe, non pas au travers d'une force nucléaire ou d'armée, a une force de frappe au travers d'un simple téléphone qui, lui, ce téléphone peut, selon une certaine directive, envoyer des informations. C'est l'Intel dont je faisais référence, l'intelligence, d'où les banques de données, qui, elles, peuvent faire plier certains accords géopolitiques sous une pression sans menace, étant donné que la plupart des accords géopolitiques qui se font sur ces plateformes vont à l'encontre même des citoyennes et des citoyens, en particulier celles dont les travailleurs pauvres font partie. Cette catégorie est littéralement, c'est un viol qui se passe sur ces gens-là. Car c'est eux, quelque part, qui détiennent l'économie du pays, mais c'est eux à qui on fait payer cet esclavage. Et le seul moyen donc de pouvoir casser ces relations France-Afrique, c'est de faire intervenir une entité qui est le Rassemblement des droits de l'homme. Moi-même, je suis à la tête en tant que président, mais oublions le titre président, oublions tout ça. C'est simplement aujourd'hui cette possibilité de casser cela. Et en cassant ce pont, en cassant ce moyen de communication, vous allez casser l'entièreté des relations France-Afrique, mais le ricochet va être l'entièreté des relations et des accords géopolitiques qui ont été faits. D'où la souveraineté de la France que j'ai mentionnée mardi dernier, d'où cette dictature gouvernementale vis-à-vis des autres pays, d'où cette force incommensurable que la France pourrait avoir, non pas au travers de son armée, non pas au travers de ses menaces économiques ou peu importe, au travers d'une série d'informations qui seraient données à la tête du pays et qui, à elles seules, peuvent faire plier n'importe quel pays qui ont été engagés dans ces relations France-Afrique, au travers de ces plateformes africaines, ces 4 pays, et qui, elles, ont répercuté l'information sur l'Europe. Donc, la gymnastique d'esprit aujourd'hui est de comprendre comment fonctionne le système. À partir du moment où vous allez comprendre comment fonctionne le système, vous allez comprendre, une fois pour toutes, les raisons pour lesquelles on vous fait vivre ce qu'on vous fait vivre en France. Non pas dû à un problème politique intérieur, non pas dû à un problème économique à l'intérieur du pays. Tout ça, c'est une mise en scène. Je répète, tout ça est une mise en scène, y compris la manière dont vous êtes exploité. C'est un agenda. Le seul moyen de rendre aux travailleurs pauvres, aux travailleurs françaises et français, qui représentent 49% de la population, ses droits, son argent, son pouvoir d'achat, son intégrité, son honneur, c'est de se rapprocher du RDH qui, lui, seul, peut casser ces relations. Alors, si je dois encore, et je le ferai, vous donner encore plus de détails sur ce mécanisme, je le ferai sans hésiter.
Mais sachez qu'il existe une machine infernale, qui est la machine d'État, qui vous dirige quotidiennement, qui vous fait, elle, patienter encore quelques jours, 3-4 heures pour faire un plein d'essence, qui vous fait payer 40 € de plus chaque semaine sur votre caddie, qui vous garde votre résidence à 19-20 degrés aujourd'hui et l'hiver à venir, c'est un mécanisme, c'est un agenda. Imaginez comment frustrant cette information que j'ai, non pas car je l'ai apprise, car je la vis, avec tous les éléments concrets, comment cela peut être frustrant en ce qui me concerne, sachant que j'ai la possibilité de changer la donne, sachant que j'avais la possibilité en avril 2022, sur 3 jours, 72 heures je m'étais donné pour casser ces relations France-Afrique. 90 jours je m'étais donné pour casser tous les accords géopolitiques que la France avait avec les pays étrangers, en particulier l'Europe. 3 ans je m'étais donné pour remettre le pays aux mains des Françaises et des Français, avec à échéance un référendum où vous auriez décidé si oui ou non vous vouliez 2 ans de plus du RDH. Quand on a ces éléments, on est l'homme de la situation, on est l'entité de la situation. Une fois de plus, et merci Serge de cette question, car elle m'a permis pour la première fois d'expliquer concrètement un mécanisme que chaque Française et Français, ils ne sont pas au courant. Je vais même plus loin. Mais je vous garantis, je reviens sur un Mélenchon, une Marine Le Pen, tous ces politiques. Emmanuel Macron, bien qu'il ait des informations plus que Le Pen et plus que Mélenchon, parce qu'il est à la tête du pays malgré tout, donc on l'a mis au parfum. Uniquement, on lui a fait sentir le parfum qu'il doit sentir. Car ceux qui font le parfum gardent leur parfum à eux. Donc voilà, personne n'est au courant de ce mécanisme. Et ceux qui sont au courant ont été achetés par ce gouvernement de l'ombre, donc ferme les yeux. Comme le singe. Vous connaissez, il n'entend rien, il ne voit rien, il ne sent rien, il ne parle pas. Il ne parle pas. Donc voilà. Donc voilà ce qui doit se faire. Et cela peut se faire. Une fois de plus, tout dépend de votre décision. C'est tellement simple d'adhérer au Rassemblement des droits de l'homme. Tellement simple. Une simple adhésion peut changer votre avenir, non pas immédiat, mais pour les générations futures. Donc vous avez non pas une responsabilité personnelle, pas limitée non plus nationalement, mais globalement parlant. Car il s'avère que le RDH a décidé, pour des raisons très spécifiques, donc moi, le premier, qui ai décidé de donner cette opportunité à mon pays. Donc, il faut absolument que ce deuxième livre, qui va écrire l'histoire, en commençant par notre pays et globalement parlant, puisse s'écrire chez nous. Made in France, fait en France. Vraiment, la balle est dans votre camp. Merci beaucoup, Philippe. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre cette analyse, parce qu'on dit que l'analyse paralyse, mais cette explication vraiment très pertinente. Et je pense que la plupart des auditeurs pourront mieux comprendre ce qui se passe dans tout ça. Par contre, à ce moment précis, j'aimerais faire une aparté dans les questions avec une pensée et toutes nos condoléances de la part du service communication et du Rassemblement des droits de l'homme à la famille de Lola. Oui, Serge, tu as raison. Malheureusement, c'est une question qui porte sur un sujet dramatique et on peut effectivement laisser la parole à Philippe. Je vous en prie. Oui, Serge. Bien évidemment, nos plus profondes condoléances à la famille de Lola.
c'est les mots me manquent. Les mots me manquent parce que je me mets facilement à la place des personnes et j'ai 2 filles, une de 21 ans et une de 17. Je m'interdis à imaginer ce qu'un papa ou une maman ou une amie ou un membre d'une famille pourrait ressentir dans un drame tel que ce que la famille de Lola vive. Les mots peuvent être réconfortants. Comment peut-on prendre des actions? Comment peut-on faire quelque chose pour que ça ne se reproduise plus? Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle. Mais par contre, il y a quelque chose qui se passe et qui a contribué sans aucun doute à ce drame. Celle que, aujourd'hui, la plupart des jeunes, adultes aussi, mais en particulier les jeunes, vivent au travers de ces réseaux, vivent au travers de ces jeux vidéo, vivent au travers de ce monde totalement virtuel, mais qui malheureusement est très concentré. Il y a une étude qui a été faite à 84%. Tout ce que les jeunes ont accès, c'est uniquement à la violence, au gore, et certaines violences très marquantes. Il y a même possibilité sur le net, un enfant de 10 ans, s'il veut, peut trouver des plateformes, non pas en jeux vidéo, mais en temps réel, de gens qui sont torturés, de gens qui sont tués. Je crois que le banal du crime, le banal de la violence qui est donné au travers de nos réseaux aux jeunes, les façonne d'une façon où ils perdent le sens de cette réalité. Une réalité humaine. Et en perdant ce sens, ils peuvent passer à l'acte. Étant donné que la plupart de leur temps, virtuellement parlant, ils sont dans l'acte. Ils participent à ces jeux vidéo. Ils regardent ces plateformes. Ils voient combien c'est anodin de tuer quelqu'un, de le couper en morceaux, de le manger littéralement vivant. Il y a certaines images absolument dramatiques que vous pouvez avoir accès, où des gens se font littéralement démembrer, ouverts. Je passerai toutes les horreurs qui puissent être. Donc cette fille qui a tué Lola, qui est bien évidemment dérangée, qui se pose, comme vous avez pu voir, qui se mettait sur les réseaux sociaux, comme la plupart, comme des millions de jeunes filles, elles se maquillent, elles se mettent en photo, elles se mettent les lèvres en avant et les fesses plus en arrière. C'est tellement malheureux. Et donc, peut-être elle en particulier, étant particulièrement aussi dérangée, ben pourquoi pas? J'ai tellement vu comment ça se passait le gore, j'ai tellement vu comment on coupe, comment on la tête de quelqu'un, comment je vais le vivre. Et ça va me permettre de voir peut-être, est-ce que ce que j'ai vécu dans le virtuel au travers de mon téléphone, est-ce que c'est ce que je vais ressentir en vrai? C'est une possibilité. Donc, cette fille qui est quelque part victime de ces réseaux sociaux est devenue une criminelle inimaginable. L'horreur absolue. Donc, est absolument impardonnable. Je répète, impardonnable. Donc, y a-t-il un moyen de changer cela? Ce serait d'une arrogance inimaginable de dire oui, il y a un moyen de changer cela. Par contre, il y a un moyen de rectifier le tir. Il y a un moyen de sécuriser plus les réseaux sociaux. Il y a un moyen de rendre les parents plus responsables, qui, eux, doivent plus limiter leurs enfants à certains accès. C'est du travail, mais il faut le faire. La banalisation aujourd'hui du meurtre est inimaginable.
ce qui explique aussi les drames qui existent aux États-Unis. Ces jeunes de 14-16 ans qui viennent avec des fusils mitrailleurs et qui veulent faire la même chose qu'ils ont vu dans les films vidéo, parce que c'est ça être un homme, et c'est ça pouvoir tuer, tout pouvoir. Donc, on a banalisé l'horreur au travers de nos réseaux sociaux. Et pour toutes celles et tous ceux qui sont plus vulnérables que les autres, ils encaissent cette information et décident de la vivre en temps réel et non plus au travers du diffusé. Donc, s'il y a une possibilité de mettre les choses de les rendre plus sécurisées, ce serait de contrôler beaucoup plus l'accès à ces plateformes, à ces jeux vidéo. Il faut que les parents deviennent beaucoup plus vigilants, bien que c'est très difficile d'être un parent aujourd'hui. C'est littéralement, c'est sans doute l'exercice le plus difficile. 20 ans en arrière, c'était sans doute plus facile. Aujourd'hui, littéralement impossible. Mais on doit s'y tenir. Et au gouvernement aussi, quand il sait qu'il existe ces réseaux, il y a des cellules de la gendarmerie qui traquent les pédophiles. C'est excellent. On peut créer des cellules où on traque aussi ces réseaux. Et une fois qu'on les a, il faut les sortir. Et croyez-moi, un gouvernement a les possibilités de faire ce qu'ils veulent, sortir qui ils veulent et garder qui ils veulent. Donc, une possibilité, oui, de rectifier le tir. Pour Lola, c'est trop tard. Et une fois de plus, à titre personnel, cette fois-ci, j'envoie, je vais dire, tout mon amour aux parents de Lola. Et je veux qu'ils sachent que peut-être, et ce n'est pas ça qui va le faire ramener Lola, mais que peut-être ce qui s'est passé, ce drame inimaginable, permettra une prise de conscience encore plus pointue, qui permettra un contrôle encore plus pointu sur ces réseaux. Et je peux vous dire une chose, que pour le Rassemblement des droits de l'homme, si j'ai la possibilité, au travers de ce que j'ai discuté encore tout à l'heure avec vous, de me positionner d'une manière forte dans mon pays, dites-vous bien que je ferai en sorte de focaliser mes efforts aussi pour le contrôle et la diffusion de ces réseaux sociaux qui diffusent l'horreur, et même le contrôle de ces jeux vidéo. Certains jeux vidéo devraient être tout simplement interdits. Et on ne les interdit pas pour des raisons économiques. Alors je vais vous dire, sachant que la France est un pays tellement riche, on n'a pas besoin de gagner encore un peu plus d'argent pour recevoir un peu plus d'impôts sur les sociétés qui vendent ces produits malveillants et qui poussent au meurtre. Donc, un gouvernement qui n'est pas acheté pourrait littéralement éradiquer aussi ces jeux vidéo sur le territoire français de violence. Et c'est ce que je me proposerai de faire si la possibilité m'en est donnée. Donc, pour la famille de Lola, une fois de plus, et au nom maintenant de toute l'équipe de communication, vous l'avez déjà fait Serge, toutes nos plus profondes condoléances. Très bien, monsieur Argilier, merci beaucoup, effectivement, pour la famille de cette jeune fille. Écoutez, on va continuer sur une prochaine question concernant l'état de la France. Il faut aller vite. D'ici 2027, elle a le temps de s'effondrer au moins 10 fois. Pourquoi ne pas se rallier à Philippot, Asselineau, Alexandre Juvin-Brunet, les groupes militaires et policiers réfractaires, les groupes de résistants africains, les frères dissidents, etc. Et la liste est longue, monsieur Argilier. Est-ce que je dois répondre? Tout à fait. Le RDH doit s'allier. La bonne teneur est que
le RDH ne peut s'allier à personne car les portes sont déjà ouvertes. On n'a jamais fermé les portes. Pensez bien que ce n'est pas mon rôle d'aller courir derrière les Philippot et derrière tous ces gens-là. Mon rôle est de mettre un agenda en place pour 69 millions de Françaises et de Français. Donc, si M. Philippot, monsieur ou madame, et la liste est très longue, décident de rejoindre le Rassemblement des droits de l'homme tout en gardant leur étiquette, hein, mais il y avait 20 personnes tout à l'heure au rond-point. Le RDH, c'est une belle propriété, elle est grande. Ben, on se réunisse tous, bien évidemment. Bien évidemment. Je demande à personne qu'ils quittent leur idéologie pour la France. À partir du moment où elle respecte les droits de l'homme, donc chaque individu peut rester qui il est, simplement, moi je leur donne la possibilité de rentrer en action et de faire un vrai agenda, et non plus au travers de promesses politiques, mais véritablement au travers d'actions très soutenues et très concrètes. Donc, ce n'est pas au Rassemblement des droits de l'homme à aller les voir, comme je vous ai dit, car au Rassemblement des droits de l'homme, les portes sont grandes ouvertes. Donc, si ces gens-là, au travers de mes vidéos, et aujourd'hui comprennent ce système qu'ils n'ont jamais compris d'ailleurs, car ils n'ont pas accès, on ne peut pas leur en vouloir, ce sont des hommes politiques et des femmes politiques. Ils sont restés uniquement en France et ils essaient uniquement de gérer un contenu français, mais qui n'est pas français. C'est un contenu étranger, mais ils ne parlent pas la langue étrangère, en métaphore. Donc, on leur donne des éléments en chinois, et ces politiques français essaient de les traduire en français. Et rien ne marche. Alors, commençons à leur apprendre le décodage, commençons à leur apprendre à parler, entre guillemets, chinois, et à ce moment-là, ils auront la possibilité de faire pour leur pays, avec le Rassemblement des droits de l'homme, une différence. Et d'ailleurs, à ce propos, je me permets parce que je sais qu'il y a eu beaucoup et en particulier, non pas de questions, mais de phrases qui m'ont été dites, et en particulier celle qui revient, et pourtant je m'étais bien expliqué, pourquoi, et une fois de plus, je vais le redire, et j'espère que ce sera pour la dernière fois, ils m'ont demandé, mais pourquoi vous n'avez pas cassé cette censure en définitive? Vous n'avez donné aucune possibilité de contribuer à régler le problème en France rapidement quand vous aviez la possibilité. Une fois de plus, et pour la dernière fois, 3 ans en arrière, ces 3 dernières années, je n'avais pas cette possibilité. C'est moi-même qui ai fait l'erreur d'établir des accords avec les consultants et les pays qui nous soutiennent, qui étaient uniquement focalisés sur la prise du pouvoir en France en avril 2022. Une fois de plus, je me suis trompé. Je savais qu'il allait y avoir une censure. Je ne savais pas que la censure aurait duré l'entièreté de ce premier livre. C'est la raison pour laquelle, une fois de plus, je n'ai pas sorti ces dossiers qui existent bien. Et pour certaines personnes, ils le savent, car certaines ont signé des contrats de confidentialité et ils les ont vus pour eux-mêmes, ces contrats. Sans mentionner des journalistes qui, eux, ont refusé de les voir. Donc, on n'a pas réglé la question rapidement parce qu'on ne pouvait pas la régler rapidement ou pas rapidement. Les accords avaient déjà été faits au préalable. Et si j'avais pris la décision de casser ces accords et de dire, si ce n'est que pour ma propre fierté, pour uniquement prouver qui j'étais, alors que je n'ai rien à prouver, car je suis. Mais si j'avais fait l'erreur, si mon ego avait pris le dessus et j'aurais dit, d'accord, on sort 1 ou 2 dossiers, ben je vais vous dire une chose, aujourd'hui, on serait dans une misère encore plus importante. Pourquoi? Parce que j'aurais fait une ouverture inimaginable à ce moment-là au gouvernement de Londres, n'étant pas moi-même à la tête du pays. Donc n'étant pas moi-même en puissance de frappe.
Jamais, jamais j'aurais pris cette décision. Et j'ai préféré me faire troller, pour certains me faire insulter, que de mettre mon pays à risque. Car je savais très bien que si telle erreur aurait été faite, il n'y aurait eu aucun moyen d'y remédier. Car, et je le répète, ces dossiers étaient directement liés à la prise aux commandes du pays au travers du Rassemblement des droits de l'homme et de Philippe Argélie en avril 2022. Ne s'étant pas passé, les dossiers ont été mis de côté, renégociés, une année de recul. Vous pensez bien que, hormis avoir appris ce qui s'est passé, j'ai restructuré un nouvel agenda avec de nouveaux accords qui, eux, aujourd'hui, me laissent libre de faire ce que je veux, quand je veux et où je veux. Mais pour cela, j'ai besoin que d'une seule chose, et je me répète, 1 million de Françaises et de Français qui se rassemblent autour du Rassemblement des droits de l'homme. Prochaine question, et c'est pas mal, hein, on est à 56 minutes, je crois que j'ai quand même répondu à beaucoup de questions en moins d'1 heure. Oui, exactement. Et vous avez bien fait également de parler de ce sujet juste avant, parce que c'est une question qui avait été posée à plusieurs reprises et où certaines personnes n'avaient peut-être pas bien compris. Donc, vous avez répondu à la question suivante. Donc, 2 questions en une, c'est parfait. Je vais passer la parole à Yannick. Je t'en prie, Yannick. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais revenir sur la réponse de Philippe. C'est une question qui est revenue assez souvent, mais je trouve qu'elle revient moins qu'avant. Les gens commencent à comprendre. Donc, en fin de compte, ça fait aussi un éclaircissement pour nous, nouveaux membres. C'est parfait. Et les réponses, et comme les questions sont vachement pertinentes, et j'adore. Par rapport à ce conflit en Ukraine, que va devenir ou que deviendra l'Europe pour le RDH et la position de nos gouvernements français par rapport à ça? Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Alors, je vais vous donner une réponse qui va choquer tout le monde. Mais je dois vous la donner en tant que consultant de gouvernement. Si maintenant j'étais assis avec les présidents avec lesquels nous avons nos accords et certains de mes consultants, la réponse aurait été: quelle guerre? Choquant. Exactement. Oui. Quelle guerre? Je n'ai peut-être pas compris votre question. Il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine? Moi-même, personnellement, j'ai appris au travers des médias qu'il y avait une guerre. Cette guerre qu'on vous nourrit tous les jours est une guerre stratégique que le gouvernement de l'ombre a bien positionnée au travers de vos médias. Car on a attiré l'attention sur cette guerre, tout simplement pour mettre un individu, sans doute l'homme le plus puissant aujourd'hui sur cette terre, qui n'appartient pas au gouvernement de l'ombre, que vous connaissez tous sans exception et qui s'appelle Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a été utilisé au travers de cette guerre pour permettre de positionner l'agenda stratégique qui a été façonné au travers de ces fameuses 4 plateformes pour pouvoir vous faire passer la pilule, à savoir une essence à 2 €, à savoir l'énergie à plus 35%, stratégique. Est-ce que vous allez comprendre? Stratégique. Aujourd'hui, on focalise sur cette guerre parce qu'il faut qu'il y ait un responsable, Vladimir Poutine. On n'est pas, nous, gouvernement français, on n'est pas responsable. On aimerait tellement vous faire payer l'essence à 1,20 €. On aimerait tellement que vous soyez chauffé à 23 degrés. On aimerait tellement que vous n'ayez pas à dépenser 30 ou 40 € sur le caddie. Mais malheureusement, on n'est pas responsable. Bande de traîtres. Ils ne sont pas responsables. Ils sont directement responsables car c'est eux qui exécutent les décisions de ceux qui décident pour eux au travers de ces plateformes. Mais par contre, le responsable, c'est Vladimir Poutine. Donc, on crée en quelque sorte un responsable pour pouvoir faire passer l'agenda qui, lui, a été façonné, organisé 2 ou 3 ans en arrière. Et puis cette guerre, est-ce que les gens se sont, et je l'ai déjà précisé, renseignés en ce qui concerne le président de l'Ukraine?
Alors, je vais vous dire une chose. Si on pointe le doigt sur Vladimir Poutine, je crois qu'il faudrait pointer le doigt sur lui. On en a fait stratégiquement parlant une victime. Et c'est l'horreur de la stratégie qu'utilise ce gouvernement de l'ombre. En définitive, ils arrivent à diaboliser des entités et des gens qui n'ont rien à voir avec ce que les Françaises et les Français vivent. Par contre, ils arrivent à créer, à faire un saint de quelqu'un qui, lui, est responsable. Et vraiment quelqu'un qui va à l'encontre des droits de l'homme. C'est ça la stratégie. Donc, pour terminer cette réponse, c'est de dire que cette guerre dont on vous parle, rappelez-vous, hein, avant la guerre, il y avait quoi? Il y avait, on a fait, oui, cette augmentation, mais il y a eu aussi la Covid avant. Est-ce que vous avez remarqué que depuis ces 2 dernières années, les médias utilisent un sujet principal pour soit vous manipuler, vous diriger, vous diviser, et ensuite vous faire comprendre pourquoi vous devez souffrir, vous, travailleurs pauvres, dans votre pays. Mais en plus, ils se font passer pour les innocents. Sachez que nous, gouvernement, on essaie de faire le maximum, et avec nos accords, avec l'Europe, et nos accords géopolitiques, et puis surtout Vladimir Poutine avec l'Ukraine. Alors, je vais vous dire, je suis contre que Vladimir Poutine ait déclaré la guerre à l'Ukraine, mais par contre, je ne serai pas celui qui pointerait le doigt contre Vladimir Poutine. Loin de là. Et puis, ce qu'on a fait aux oligarques, on leur a bloqué leur yacht, leur belle résidence en France. Pourquoi, à ce moment-là, moi je suis d'accord de bloquer les yachts. Mais alors on bloque les yachts pour tout le monde. On bloque les yachts des Français. Bernard Arnault a un super yacht aussi. Pinault, sans aucun doute. Et tous ces milliardaires français aussi dont on entend moins parler, ils ont aussi des yachts, sans parler des Américains. Alors à partir du moment où on a un yacht, un gros yacht, c'est qu'on a dû quelque part peut-être faire quelque chose qui n'est peut-être pas très clair et transparent. Peut-être ça l'a été. Alors à partir du moment où on bloque quelque chose, on bloque tout. D'avoir uniquement bloqué les intérêts des oligarques, montrer une fois de plus cette approche grotesque de ce délire d'agenda qu'est le gouvernement, et une fois de plus qui profite de créer un événement pour en faire l'élément principal, pour en même temps vous faire avaler des conditions de vie qui sont de plus en plus médiocres dans votre pays. Alors, plus grave que la guerre entre l'Ukraine et la Russie était la guerre de Donbass. On n'en a pas beaucoup parlé à ce moment-là parce que ce n'était pas d'actualité. Donc, il faut remettre les pendules à l'heure. Une fois de plus, tout ce que vous vivez est stratégique et n'a rien à voir avec l'économie du pays, a tout à voir avec les accords géopolitiques qui se situent à l'extérieur du pays. L'économie de la France n'est pas en France, elle est à l'extérieur du pays. Sachez-le, je me répète, j'en suis conscient, mais c'est le seul moyen, en comprenant ce système, que vous allez finalement comprendre qui vous êtes et la force de frappe que vous pouvez avoir en vous rassemblant au Rassemblement des droits de l'homme. Pour peaufiner un petit peu plus ce que vous avez dit, là, cette stratégie, en fin de compte, elle est montée de toutes pièces par une poignée d'individus qui nous prennent en otage en se servant des États-Unis, de l'Europe, de l'OTAN. Et pour montrer un peu ces stratégies, quand même, elle est mondialisée, quoi, et par une poignée d'hommes qui se sert de ces pions mis en place ici et là, et nous sommes pris en otage. Mais totalement. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, Yannick, que j'ai été approché il y a quelques mois par les États-Unis, par les services, par des plateformes très importantes où j'ai fait des interviews, où j'ai accepté, où j'ai mentionné même les C-38 du gouvernement de l'ombre. Mais c'est tout à fait ça. En quelque sorte, il existe aujourd'hui une poignée de gens qui, eux, ont dirigé ces pratiquement 8 dernières années l'entièreté globale de l'économie dans le monde,
à l'exception de certains pays. Et ce sont ces gens-là qui, par des accords derrière les coulisses, entretiennent ces pays occidentaux, hein, dont les nôtres, la France, et qui, aujourd'hui, on est soumis à cette dictature. Ils nous imposent une dictature. Alors la mienne de dictature est celle d'imposer à eux. Alors vous avez deux options ici en France. Soit d'accepter une dictature qui vous fait vivre dans la misère, ou alors d'être en puissance de frappe pour vous imposer une dictature à ces gens-là. Et vous avez la possibilité de le faire au travers du RDH. Pourquoi? Parce que nous connaissons les tenants et les aboutissants de ce système. Comment on a su ça? Tout simplement en étant avec eux, à leur côté, ces 20 dernières années, et en apprenant comment ce système fonctionnait, pour arriver à un moment où ils nous ont, nous, demandé comment améliorer ce système. Et à chaque intervention que nous avons faite a toujours été dans un but, un jour, de rendre à l'entièreté de la population, globalement, une justice humanitaire qui est directement liée aux droits de l'homme et aux droits de la femme. Donc, on est en quelque sorte les ingénieurs de cette mécanique, mais on a la possibilité aujourd'hui, de par notre expertise, de pouvoir mettre à terme leur moteur pour pouvoir nous construire ce nouveau moteur, en quelque sorte, qui sera le moteur de la France, mais dont nous seuls aurons la connaissance comment ce moteur a été construit. Et je peux vous dire une chose, avant qu'un pays puisse accéder à ce moteur pour collaborer avec la France, il faudra qu'il se plie au cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme, qui est directement focalisé aux droits de l'homme et aux droits de la femme. Merci Philippe. Ben, la réponse ne pouvait pas être mieux. Je te laisse la parole, Fabienne. Oui, merci Yannick, merci Monsieur Argilier. Effectivement, encore une fois, pour toutes ces réponses bien précises. Je pense que nous allons approcher bientôt de la fin de cette émission. Oui. Et puis, encore une fois, vraiment, c'était une émission très riche en informations. Et on peut continuer toujours à s'adresser. Donc, je m'adresse à vous, c'est plus simple, à vous tous. Continuez à poser vos questions, à vous abonner. Et vous avez toujours possibilité de vous inviter à faire un direct pour 2 ou 3 personnes pour le live de mardi prochain, donc le 25 octobre. Donc, vous pouvez toujours présenter par écrit et envoyer vos commentaires à l'adresse du service de communication qui s'affiche juste en bas sur la bannière qui est en train de défiler en bas de votre écran. Et nous reviendrons, comme nous l'avons fait jusqu'à encore aujourd'hui, nous reviendrons vers vous sans problème. Donc maintenant, c'est à vous de continuer. Et nous sommes là et on va faire le maximum en fait pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc c'est maintenant l'heure de conclure cette émission et toujours très motivée après tous ces instants et ces échanges qui sont très importants. Nous vous retrouvons donc la semaine prochaine, mardi 25 octobre à 21h, même heure pour une nouvelle émission. Mais avant de terminer, j'ai une petite chose que j'aimerais partager avec vous, parce que je vais retrouver quelques personnes qui m'attendaient avant avant le début de l'émission. Je vais vous montrer quelque chose. Ça date de 30 ans en arrière. Et je pense que vous connaissez tous la personne que je vais montrer maintenant. Écoutez bien ce qu'il dit. Et à la fin, il a une question. Et moi, j'ai la réponse. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien ici? Oui? OK. Allez-y. Alors, écoutez bien ce que cette personne dit. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, vous me direz, il y a du vent en ce moment-là. Bon.
Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que c'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Alors on fait quoi? On se rassemble au Rassemblement des droits de l'homme. Et je vais vous dire, Coluche, 30 ans en arrière, disait déjà il faudrait qu'ils arrêtent de s'intéresser à l'extérieur du pays et qu'ils s'intéressent à l'intérieur du pays. Alors pour celles et ceux qui ont encore quelques doutes sur ce que je dis, je sais que Coluche est fort aimé en France. Alors moi je vais vous dire bravo à Coluche, car il parlait déjà et il avait la sagesse. Alors, imprégnez-vous de ces 50 secondes, plus de ce que je viens de vous dire, et j'ai la réponse. Coluche. Et voilà, Coluche, vous voyez, ça continue. Il vous entend. Il vous entend. Donc, vous voyez, j'ai même pas appuyé, c'est Coluche qui revient. Donc, apparemment, il valide. Je vous souhaite une excellente soirée avec beaucoup d'amour et beaucoup de bonnes choses. À très bientôt, à mardi. Et puis, ce fut un plaisir. Merci directement aussi à Yannick, Serge, Fabienne, Karine derrière les coulisses. Un petit bonjour, Karine, vous nous entendez? Hein? Bonjour. Ah ben voilà. Oh, allez. Je suis là. C'est bien. Voilà. En tout cas, on apprécie beaucoup votre travail. Et bien évidemment, une très, très bonne nuit à vous toutes et à vous tous. Et beaucoup de bonnes choses et à mardi. Au revoir. Merci Philippe, au revoir. Au revoir, Philippe. Au revoir. Au revoir, l'équipe.